On a parfois aussi des surprises. Si un vol revient du pôle sud et va vers la station Novo parce que c'est sa destination et que la météo commence à se détériorer sur Novo, ils doivent absolument poser. Donc ils vont poser chez nous, ils vont poser ailleurs. Et puis là, on se retrouve avec 10 personnes en plus. Pour combien de jours? Ça peut être une soirée, ça peut être 3 jours. Tout dépend de la météo et on est tributaire de la météo. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Toutes les explications sont sur storylifique.com, alors n'hésite pas à partager ce podcast. Un grand merci d'avance. Dans beaucoup de mes épisodes, que ce soit avec des explorateurs, sportifs, navigateurs ou simples voyageurs, le sujet de la Boostify revient souvent sur le tapis. Soit parce que c'est un challenge ou parce que c'est un réconfort, plus souvent parce que c'est les deux à la fois. Dans les épisodes polaires, les rationnements de fin d'expé, quand on a eu quelques imprévus, c'est quelque chose. Je t'invite à ce sujet à aller réécouter Thomas Tirtio, l'épisode 8. Et un simple carré de chocolat à la pause peut devenir une fête, une motivation en soi, comme l'expliquait Mathieu Tordeur à l'épisode 29. Du coup, je me suis demandé, dans une station polaire, où on reste 4 mois, sans grande distraction et avec pas mal de contraintes, comment ça se passe côté cuisine ? J'ai donc demandé à l'IPF, International Polar Foundation à Bruxelles, qui gère la station antarctique belge, un contact avec leur chef des cuisines du bout du monde et surprise, il n'est autre que le chef d'un resto que je connais fort bien. Échange hyper instructif et vraiment sympa avec David Rigotti, chef à la Galoute à Louvain-la-Neuve et à la station Princesse Elisabeth pour la saison d'été australe. Alors autant te prévenir, on a eu pas mal de soucis techniques pour enregistrer ce petit épisode en forme de mise en bouche pour la série de 4 interviews pour vous faire vivre l'ambiance dans une station antarctique. Et comme un chef n'a pas beaucoup de disponibilité, on a fait comme on aurait dû le faire sur le terrain, on s'est débrouillé. Et on a réussi à enregistrer. Par contre, il faudra passer au-dessus de la qualité sonore pour profiter du contenu. Toutes mes excuses. Comme la discussion avec David est, comme je les aime, sympa et super intéressante, je pense que tu passeras vite au-dessus également. Tu n'as qu'à imaginer que c'est enregistré un jour de mauvaise connexion depuis la station polaire. Donc voilà, ambiance enregistrement en mode débrouille et en cuisine en plus. Mais ça, c'est pas pour me déplaire. Bonjour David Rigotti. Bonjour. Alors, vous êtes cuisinier à Louvain-la-Neuve, à la mythique Galoute. Toute ma jeunesse, et encore, j'y vais toujours. Donc, je ne savais pas que j'allais tomber sur toi. C'est trop génial. Ça me fait particulièrement plaisir. Plaisir est partagé. On y mange hyper bien. Donc, à bientôt en live. Oui. Alors, tu as comme particularité de partir quelques mois par an faire la cuisine dans un endroit assez spécial, puisque tu vas en Antarctique à la station belge pour nourrir tous ces braves gens dont la froidure... En effet. Ça, c'est hyper particulier. Hein. Du coup, on va peut-être commencer par une des questions de mes petites filles. Alors, j'ai 2 petites filles de 8 et 10 ans qui participent toujours à mon podcast. Et alors ici, comme question d'intro, c'était pas mal. Amandine. Bonjour David, est-ce que c'est difficile de cuisiner en Antarctique ? Ça dépend comment on voit les choses. Non, ce n'est pas plus compliqué qu'ici en Belgique ou ailleurs. Je veux dire, ce qu'il y a, c'est que c'est une préparation qui est plus compliquée. Donc en fait, on doit vraiment avoir vraiment une logistique et des commandes qui sont super bien effectuées, super bien respectées pour pouvoir là-bas, quand on y est, ne pas avoir des manquements, des besoins qui sont impossibles à trouver dans notre univers là-bas où il n'y a aucun magasin, aucun store, il n'y a rien, zéro, il y a que nous. Donc, ça n'a rien de compliqué. Maintenant, parce qu'on est vraiment dans cette base qui est construite, totalement finie, qui est un palace, parce que franchement, c'est vraiment, c'est un hôtel.
avec du matériel qui est vraiment sophistiqué aussi bien dans la cuisine que dans le bâtiment en tant que tel. Mais je veux dire, c'est très facile. Les premières années en 2007, 2008, 2009, où la station était construite, en effet, mais on n'était pas dedans puisqu'elle était en construction. Puis c'était une boîte vide qui n'était pas encore aménagée. Puis on a fait l'inauguration au mois de février 2008. Et puis là, ça commençait déjà à se remplir, à être aménagé, tout ça. Je veux dire, là, à ce moment-là, on pouvait utiliser l'outil, en fait. Sauf que la cuisine se passait, à l'époque, sous tente messe. Et là, c'était très compliqué parce que c'est une cuisine qui est sous tente. On dégèle un produit, mais il n'a pas le temps de dégeler parce que la nuit, quand on l'a mis à dégeler, comme la température est exactement la même à l'intérieur de la tente qu'à l'extérieur, ça regèle. L'eau, en cuisine, on a vraiment besoin d'eau constamment pour cuire, laver, rincer. L'eau, il n'y avait pas de robinet à ouvrir et fermer. C'est pas comme ici en Europe où on ouvre un robinet, où l'eau coule toute seule, où c'est super, c'est nickel. Là, il fallait couper des blocs de glace, les mettre dans une janine, qu'on appelle ça. C'est un gros brûleur qui sert à la fois de chauffage et de grosse bouilloire. Faire fondre cette glace pour pouvoir récupérer l'eau et pouvoir l'utiliser en cuisine. Donc là, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, à l'heure actuelle, dans notre magnifique station, c'est vraiment beaucoup plus simple. Ah, nickel, ouais. Et donc, c'est pour combien de personnes en général la tambouille là comme ça ? Alors, ça dépend. Je veux dire, ça peut varier entre 20 personnes et on peut monter jusqu'à 40 et voire même plus. Ça peut être 50, 55. En fait, ça dépend du nombre de... On a un staff, je veux dire, avec des membres de maintenance, et on est plus ou moins entre 15 et 20. Puis on a des scientifiques qui, eux, ça peut monter aussi 10, 15 scientifiques. Et puis, par après, on a aussi parfois des guests. On a parfois aussi des surprises. Si un vol revient du pôle Sud et va vers la station Novo parce que c'est sa destination et que la météo commence à se détériorer sur Novo, ils doivent absolument poser. Donc ils vont poser chez nous, ils vont poser ailleurs, et puis là on se retrouve avec 10 personnes en plus. Pour combien de jours? Ça peut être une soirée, ça peut être 3 jours, tout dépend de la météo et on est tributaire de la météo. Donc ça évolue quoi, mais généralement on est, on va dire en moyenne on est 30, 35 sur la base. D'accord. Et donc l'équipe permanente, c'est à combien de personnes? Une quinzaine. De novembre à février, c'est ça, la vie de la station? Alors oui, on n'est pas 15 tout le temps, en fait on va être au début, quand on ouvre la station, c'est essentiellement les mécanos, Alain Hubert, donc le chef de station, et un IT, il y a un IT et parfois un électricien ou autre. Donc ils se retrouvent avec en petit comité sur le premier vol, où là, il faut dégager toutes les entrées de garage parce qu'en fait, la neige s'est accumulée pendant tout l'hiver. On dégage toutes les entrées et on prépare l'avenue du reste de l'équipe et des scientifiques. Et puis, du mois de, on va dire, décembre jusqu'au mois de, certainement fin janvier, voire même parfois des 10 premiers jours de février, ça reste aussi une grosse équipe, il y a toujours des scientifiques. Et puis, les 2 dernières semaines, généralement, les scientifiques sont partis, il n'y a plus que l'équipe de maintenance parce que nous autres, vu qu'on quitte la station, on a un shutdown à faire, donc qui est compliqué, qui demande beaucoup de temps. Donc il faut tout vérifier pour voir si la station tombe, comment on fait. On fait plein de tests différents et puis il faut tout ranger, faire des inventaires pour pouvoir préparer la saison suivante. Cette mini-série consacrée à l'Antarctique est née de la rencontre au festival Into the Blue à Bruxelles d'Emar, qui travaille à la station Antarctique Princesse Elisabeth et qui était mon voisin de droite lors d'une soirée consacrée à l'exploration des pôles. Comme quoi cela vaut la peine d'aller à des festivals, c'est toujours l'occasion de belles rencontres. Et c'est donc avec grand plaisir que je t'annonce le prochain festival Into the Blue, où je serai évidemment, et qui se déroulera les jeudis, vendredis et samedis 23, 24 et 25 novembre à Bruxelles. Plus d'informations sur leur site, je te le mets en lien dans les notes et perso, je me réjouis d'y être. Et donc c'est le gros challenge, c'est de prévoir tous tes menus à l'avance pour 3 mois alors à peu près. Alors
moi, je ne prévois pas vraiment des menus au jour le jour. En fait, c'est un peu à l'inspiration. Maintenant, on a quantité de secs, de congelés et de frais qui arrivent aussi par avion ou par bateau. Maintenant, moi, je prépare. J'ai toute une liste de produits que j'achète, mais je n'ai pas vraiment un menu bien défini tous les jours. En tout cas, je regarde un peu les envies aussi de l'équipe, quoi, parce que c'est important. La nourriture, là-bas, c'est super important en tout cas. Comme ici, Pour le mais je veux dire, moral. Oui, mais là-bas, encore plus là-bas. Il n'y a quand pas vous de travaillez, cinéma, on peut pas aller au café, non, voilà, donc c'est the distraction, quoi. ça oui. Et puis il y a le fait aussi que les gens il y en a qui partent 4 mois. C'est 4 mois de travail intense, parce que tout le monde pense qu'on part un peu en vacances là-bas, mais pas du tout. C'est 4 mois vraiment de travail intense, c'est 12, 14 heures de travail par jour, on travaille, certaines personnes travaillent dans le froid, pendant toute la journée, ça bouffe une énergie d'enfer. Donc quelque part, il faut, le moment convivial, c'est le repas de midi, enfin, c'est aussi le déjeuner, le petit déjeuner, c'est le lunch et c'est le dîner du soir. C'est des moments où, on ne pense plus vraiment à son travail, on est là pour se sustenter, on est là pour rigoler avec les copains, et pour parler avec les autres, pour vivre c'est là où on vit vraiment de manière, je veux dire, où le groupe se réunit en fait. Ouais. Ça doit être chouette quand même de voir qu'on joue ce rôle-là, qu'on joue une part très active avec ce qu'il y a dans les assiettes, non? Ça doit être valorisant, ça doit être tout à fait autre chose que ton travail à Louvain-la-Neuve. Oui, c'est fort gai parce que c'est très différent que mon travail quotidien. En Belgique, c'est vraiment très différent, mais c'est très gai aussi parce que quelque part, on apporte du réconfort aux gens. Il y a pas rien que le fait de se nourrir, c'est le fait aussi de partager un moment. Bien sûr, il faut faire les choses correctement, quoi. Si je commence à faire de la tambouille mauvaise, ça va pas le faire, quoi. Ouais, c'est clair. Les gens l'accepteront, mais je veux dire, à côté de ça, voilà, ça va pas être cool. Ça joue sur le moral, quoi. Évidemment. Tous les explorateurs, tous les navigateurs auxquels je parle, il y a toujours un moment où on parle de bouffe, parce que vraiment, c'est le truc, effectivement, c'est le réconfort, c'est le truc qui est d'advenir, qui peut rendre le sourire, ouais. C'est dingue l'importance que ça a. Donc, moi, je trouve que c'est un beau métier. Donc, c'est ça quand on m'a dit, tu veux interviewer qui pour parler de l'Antarctique? J'ai dit, je veux un cuistot. Qu'est-ce que tu veux? Je veux vraiment un cuistot. Voilà, vous l'avez. Celui d'un de mes restos préférés en plus, dit-il. C'est cool, le bol. Alors, question de mon autre petite fille. Est-ce que vous avez déjà mangé un truc qui vous a rendu malade en Antarctique? Elle avait peur, elle se dit, est-ce qu'on mange parfois des trucs un peu bizarres? Soit parce que t'as dû faire de la bouffe de sauvetage quand il n'y avait plus beaucoup de vivres, ou alors parce que c'était un peu trop vieux, mais à mon avis, congelé, ça doit bien tenir. La chaîne du froid, c'est pas le problème, là. En France, c'est pas vraiment une priorité. Les DLC, franchement, ne sont pas vraiment une priorité là-bas, parce qu'on a mangé des choses qui étaient bien périmées depuis des années, et on n'en est jamais mort, ni malade. Alors oui, on a certainement eu des problèmes gastro-entérites et autres. Oui, il y en a eu. Parce que on n'est pas dans la nourriture, on n'est pas voilà, il y avait un germe et voilà, et malheureusement ça a provoqué mais on n'a jamais vu vraiment ça depuis que j'y suis, j'ai jamais eu une hécatombe où toute l'équipe était intoxiquée, non, jamais. C'est ma petite fille qui cherche où j'ai plan pas catastrophe à tout le monde. Voilà. T'as jamais dû cuisiner non plus de bestioles locales parce que les vivres étaient à plat? Non, et puis de toute façon en bestioles locales on est un peu limité. Ah oui, ça c'est clair. Mais je crois que oui, dans les premières expés, il y en a qui ont dû effectivement passer. Je pense, mais nous autres en tout cas en étant à l'intérieur des terres, parce qu'on est à plus ou moins 240 km, on va dire, plus ou moins. Ah oui, il n'y a plus rien là. Côtes. À la côte, on pourrait peut-être chasser le manchot ou le phoque, l'orgue ou autre animaux. Mais je veux dire ici, les animaux, en fait, il y a que deux oiseaux. Il y a le squat et le pétrel. Le pétrel quitte la côte pour pouvoir nicher dans les montagnes près de chez nous. Et donc il installe son nid et pour avoir sa progéniture. Et fait les allers-retours tous les jours, je ne sais pas combien de fois par jour, pour aller chercher du krill et nourrir ses oisillons. Et le pétrel, et le squat, il course le pétrel pour bouffer, pour le manger. D'accord. Donc, voilà. Ok, donc ils se mangent entre eux, c'est bon, oui, vous ne vous en mêlez pas. Non, on le laisse tranquille.
Est-ce qu'il y a des choses que tu dois t'adapter dans ta manière de cuisiner là-bas, ou vraiment t'as tout comme, ou presque, bon, un petit peu plus restreint? On est bien sûr un peu plus restreint, même si franchement on est vraiment bien gâtés. On a Alain et Guigui, son épouse, qui sont tous les deux les responsables en fait de l'IPF, nous octroient pas mal de largesse, en tout cas dans les commandes. On n'est jamais restreint, ou si, il y a des fois, ça arrive, parce que quand on fait revenir par exemple de la marchandise par avion, parce qu'on a un bateau par an, et parfois pas, d'ailleurs aussi même, et le reste vient par avion, et il y a des fois, on est limité par certains kilos, et il y a des fois, on a une machine qui tombe en panne. Je parle d'une machine, je sais pas, un ordinateur ou un Final Drive d'un Prinote, donc d'un engin d'édameuse qu'on a là-bas. Fatalement, c'est lourd, et fatalement, on va donner la priorité à faire revenir cette pièce manquante. Et donc, Alain vient nous voir et nous dit, les gars, désolé, mais il va falloir rogner sur la quantité de nourriture, parce que on est tenu, je vous octroie autant de kilos, il nous abaisse peut-être de 20 ou 30 kilos. Mais généralement, jamais on a eu un manque réel de choses. Si, mais il y a toujours moyen de s'en sortir, il y a toujours... D'accord. Bon, jamais eu faim, quoi. Non, jamais. Ouais, top. Je pense qu'on pourrait même y rester certainement, peut-être pas tout un hivernage, mais certainement plusieurs mois, et on n'aurait aucun problème de faim, en tout cas. Et tu adaptes tes recettes par rapport aux besoins d'apport calorique de personnes qui sont confrontées au froid, ou... Oui, je les adapte. Il y a un nutritionniste qui s'en mêle un petit peu de regarder avec toi? Non, ça non, tu gères. Oui. Donc, mais je les adapte, et en plus, j'augmente les quantités. Et donc, parce que je sais bien que ils mangent beaucoup plus, en tout cas quand ils travaillent dans le froid, que quand ils sont bien au chaud devant un bureau. Et d'ailleurs, j'en ai vraiment fait on en a vu vraiment le résultat. C'était quand les premières années, quand on était sous tente, fatalement le froid était plus présent pour tout le monde. Ouais. Et donc, les gens mangeaient énormément, mais vraiment énormément. Et puis quand on est monté sur station, et quand les gens sont sur station et vivent sur la station, on va vraiment bien. Bon, c'est pas tout le monde, hein, le type qui a passé toute sa journée dans le froid sur un skidoo pour aller crapahuter pour des recherches, il a une faim de loup quand il rentre. Et mais l'IT qui est resté, je dis pas que son boulot est plus facile, c'est pas du tout ça, mais je dirais, mais c'est plus moins confronté aux éléments, quoi. Ouais. Qui est resté en tout cas à l'intérieur toute la journée à tapoter sur son ordinateur, enfin tapoter, c'est pas dans le sens péjoratif. Non, je comprends. Je dirais à travailler bien cool, bien calme, au chaud, en se levant de temps en temps, en allant chercher son petit café ou son petit biscuit ou quoi, lui franchement aura moins faim en tout cas. Oui, ça serait un peu comme chez nous, quoi. Mais je veux dire, oui, c'est comme chez nous. Vous savez, quand vous passez une journée dans le froid en hiver ou en automne à couper du bois, à ranger votre jardin et compagnie, quand vous rentrez le soir, vous êtes affamé. Hein. Vous avez vu la différence justement quand vous êtes passé des tentes à vraiment la station, le pourcentage de réduction des besoins en alimentation? Alors le pourcentage, je n'en sais rien, mais je veux dire, en tout cas, moi je l'ai bien clair. Oui, c'est clair. Ouais. Plus que clair. Ça devait être l'époque héroïque quand même en tente. Hein. En tente, c'était une époque mais vraiment fabuleuse. Ça devait vraiment être, ouais. Les pionniers. Ouais, un peu, ouais. Vous devez vous sentir vraiment vraiment partie d'une aventure, quoi, là-bas. Oui, et surtout, quand il fait beau, c'est magnifique, hein, c'est splendide, c'est gai. S'il fait grand soleil, ciel bleu et qu'il n'y a pas de vent, c'est comme une journée sur les pistes de ski ici en Europe, quoi. C'est nickel. Mais on est en pull, on peut même mettre pendant quelques dizaines de minutes, on peut mettre en t-shirt ou même plus, une heure ou l'autre, parce que si on est à l'abri du vent, qu'il fait chaud, c'est parfait. Mais par contre, le vent, il est assez présent quand même. Dès que le vent se lève, ça commence à piquer. Si le soleil se cache, ça pique encore beaucoup plus. Et puis là, moi je l'ai vécu, la météo en 10 minutes, un quart d'heure. Je vais pas dire que c'était grand beau, mais c'était usé potable. Et en un quart d'heure, ça devient l'enfer. Et là, on ne voit plus. C'est white out. Moi, j'en ai vécu plusieurs où, je veux dire, ses pieds, on ne les voit pas. Les mains, si on les tend et qu'on fait bouger ses doigts, on ne voit pas. C'est blanc, on ne voit pas. Ouais, carrément. Même pas ses extrémités. Waouh, ah ouais. Et là, je lisais l'histoire d'un mec qui était sorti et qui ne devait pas faire 50 mètres. Il s'est complètement paumé. Mais ouais, effectivement, vous ne mettez pas des cordes d'ailleurs pour sortir quand il y a des white-out comme ça? Il y a une année où, quand on est sous tente, en effet, je veux dire, il y a une année, c'était en 2008, Alain nous a prévenu la veille en disant, les gars, demain, cette nuit, ça va être
la météo va se détériorer vraiment fortement. Et demain matin, ce sera white-out complet. Il fera vraiment, vraiment, vraiment boucher. Et il a dit, tout le monde reste en tente. Je viendrai. Il était avec Benoît Thieberguin, un autre guide de haute montagne. Je viendrai installer un fil d'Ariane. Chaque fois, je vous appellerai, vous direz, voilà, la corde se situe à gauche de ta tente, elle est au niveau de ta taille, tu la prends, tu la rejoins, ça rejoint la tente messe, tu rentres dans la tente messe, qui bouge plus, tu ne sors plus. Mm-hmm. Et franchement, sans ça, moi je pense, en tout cas moi personnellement, je me serais paumé, mais même si on a certains repères en disant, oui, le vent vient pratiquement toujours de la même façon, donc si je vais face au vent, je devrais arriver à la tente messe. En effet, il y a un gars qui a essayé et qui s'est paumé, et par chance, il est arrivé sur la station, il est resté dans la station, mais on aurait pu le perdre. Ouais. Et puis là, on ne rigole pas, il fait froid, donc vous tombez ou vous êtes bloqué, des problèmes chaque minute des chocs de froid, on peut vite tomber en hypothermie. Ouais. Non, il faut l'univers reste hostile et dangereux, et donc quelque part il faut être d'abord il faut écouter les gars qui connaissent la vie là-bas, et Alain, et je crois que c'est la personne qui la connaît le mieux que tout le monde, en tout cas de chez nous, et il sait très bien comment lui il s'y retrouve. Je sais pas comment il fait, mais je peux vous dire encore une autre anecdote. Il y a 2-3 ans, on devait partir sur le field. On partait à 3 véhicules, donc c'est des prinotes, c'est des tracteurs, des gros tracteurs, et on tracte des traîneaux pour aller chercher du matériel et compagnie. Mm-hmm. Et on est parti, donc Alain, on était 6 personnes à partir, je pense, si mes souvenirs sont bons. Et Alain ouvre chaque fois la marche. Alors c'est évident, nous on suit un GPS, donc en fait notre route, s'il fait whiteout, on a un GPS et on ne quitte pas ce GPS des yeux, et on suit la route et on arrive à bon port. Sauf que le GPS commence au bout du chemin, à un chemin, on va dire un point bien précis. Mais entre ce point bien précis et le parking, on va dire, de la station, il y a 100 mètres. Même pas, je pense qu'il y a même pas 100 mètres. Eh bien, on n'a jamais su trouver la route. Pas tellement il faisait mauvais, c'était pas possible. Et on est complètement désorienté, hein. On était persuadé d'être sur le bon chemin, alors qu'on était vraiment à l'opposé. Ah ouais. Mais Alain, lui, il s'y retrouve. Je sais pas comment il fait. Mais bon, c'est lui l'explorateur, hein, c'est pas moi. Ah. C'est comment de travailler avec lui? C'est chouette. C'est quelqu'un de très discipliné, qui demande aussi aux autres d'être disciplinés. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, mais c'est logique parce qu'on n'est pas là-bas on n'est pas en vacances, on n'est pas au Club Med, on n'est pas, on est là parce qu'on est là pour travailler, et on est là aussi, bien qu'il est cool, hein, si vous êtes fatigué un jour, c'est pas lui qui va dire, taratata, tu viens bosser. Mais je veux dire, par contre, il est très, c'est un gars qui va toujours jusqu'au bout des choses. D'ailleurs, il l'a bien prouvé, en faisant ses expés, en créant cette station, et tout ça. Donc, je pense qu'il demande aussi aux gens d'aller jusqu'au bout des choses. Voilà, c'est un excellent meneur d'hommes qui est incroyable, parce que même, je pourrais donner des dizaines d'anecdotes, mais je veux dire, même si on se dit, non, c'est pas possible, on n'arrivera jamais à terminer tel travail cette année-ci, lui, il a l'art de nous donner le boost, de nous donner la confiance, il vient avec nous, parce qu'il mouille son maillot bien plus que certaines personnes, des fois aussi, et il n'a pas peur de ses peines, il fait du bureau, il gère tout le bazar, mais il est aussi sur le chantier, il est aussi sur le terrain, il est incroyable. Non, moi j'aime bien travailler avec lui, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est devenu même un ami, donc je crois qu'un explorateur qui n'est pas rigoureux est un explorateur qui ne revient pas d'expédition, de toute façon. En tout cas, il a des risques de ne pas revenir. Oui. Un truc que tu emmènes toujours avec toi là-bas, quand tu pars pour tes 4 mois. Qu'est-ce que j'emmène avec moi? Vraiment, mon ordinateur, quand il me pédale dans la smoule. Oui, on s'est bien amusé aujourd'hui. Hein. Oui. Non, mon ordinateur, parce que ça me permet d'avoir des contacts avec mes proches ici en Belgique. Et ça me permet aussi d'avoir de gérer un peu ma société ici en Belgique. Donc voilà, c'est un peu obligatoire. Autrement, ce que je prends, en tout cas, c'est des bouquins. Oui, tu lis beaucoup là-bas. Je pense que oui, là, au moins, je prends le temps de lire là-bas.
Qu'est-ce qui est dur quand tu reviens? Est-ce que tu as vraiment un truc où tu dis, mais la vie est dingue ici, parce que tu parles vraiment d'un truc sans distraction, même visuellement, c'est du blanc, c'est du bleu, et puis il n'y a pas grand-chose d'autre. Enfin, un peu à la station, mais je veux dire, c'est quand même très épuré. Et puis après, quand tu reviens ici dans le trafic, etc., il y a un petit temps d'adaptation où tu dis, wow, le bruit, où ça va. Les premières années, quand j'y suis parti, la première année, je suis parti 3 mois. Quand je suis rentré, il m'a fallu 3 mois pour m'en remettre. Parce que j'étais, mais vraiment, je sais pas comment dire, j'avais le moral dans les chaussettes, je sais pas le monde, j'ai vécu 3 mois dans un microcosme, là, dans un huis clos, dans une situation où tout le monde se connaît, où il n'y a pas de surprise quelque part. Si, il y a des surprises, mais je dirais, voilà, c'est dans un univers où, une bulle, oui, et alors, d'entraide, un univers super solidaire. Et là, quand on rentre ici dans la civilisation, on va dire, ben c'est plus ça. Ça devient un peu chacun pour soi. Il y a un bruit constant, il y a une pollution constante, il y a un stress permanent. C'est tout en 1000 vitesses. Là-bas, c'est pas tout en 1000 vitesses. On ne sait pas y arriver, on y arrivera demain. On est obligé d'arrêter parce que la méthode n'est pas bonne, mais demain ça ira mieux. T'as besoin d'un coup de main, je vois que tu es en train de porter des choses lourdes, on se pose même pas la question, quoi. Ça se fait de soi-même, quoi. Alors ouais, les premières années j'ai eu dur. Maintenant je suis habitué, donc quelque part, ouais. Mais il y a toujours des choses que je remarque quand je reviens pas directement en Belgique, on retourne par Cape Town, donc en Afrique du Sud. Là, on est à nouveau baigné dans la civilisation où Cape Town, c'est une méga ville, c'est énormément de monde, c'est énormément de bruit, donc on se réhabitue vite fait, quoi. Il y a une chose qui est cool, c'est qu'on quitte le froid pour retourner dans le chaud. Ça, c'est super cool. Le plongeon, la piscine à Cape Town avant de rentrer. Ah ouais, et la différence de température sur 6h30, ouais, on va dire 8 heures de temps, parce que bon, on va dire 8 heures, c'est énorme. Il y a des fois, on quitte la station, il fait moins 25, et on arrive en Afrique, il fait plus 35, quoi. Donc le choc thermique est assez... Ah ouais, c'est pas mal. Ah, c'est vrai que ça doit être assez amusant hein, de vivre vraiment en fonction de la météo quelque part. Hein. Les expés, les sorties se font pas par rapport à la météo, etc. Et puis tu reviens ici où voilà à 8h23 il y a ça. Voilà, c'est tellement minuté, ça doit être un peu hallucinant. C'est vrai. Maintenant tu as l'habitude de cette transition, mais je comprends qu'elle ait été paf la première. Les premières années c'était compliqué, ouais, franchement. Ouais. Ça fait combien de temps alors maintenant? Ouais, ça fait depuis 2008. Et alors je n'y ai pas été 3 années. Quand même. Donc, c'est un rendez-vous que tu attends chaque année. Impatiemment. Ouais. C'est addictif, en fait. C'est addictif. C'est une espèce de drogue. Parce qu'en fait, tout le monde... Des personnes pourraient me dire, ouais, mais là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la neige, des cailloux, du blanc et du bleu. Et le soleil. Oui, mais non, les couleurs sont incroyablement changeantes. Les contrastes sont vraiment incroyables. Ah, ça, j'entends tout le temps. Les nuages, moi, il y a que là-bas que je vois des nuages qui sont super beaux, quoi. On s'arrête pour les regarder, quoi. Ici, vous voyez un nuage, vous ne le voyez même plus. Il y a des nuages, vous ne les voyez pas. De toute façon, vous dites, waouh, comme il est joli ce nuage. Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, ça m'arrive pas ici en Belgique. Tandis que là, je suis vraiment étonné. La lune là-bas est incroyablement belle, quoi. On a déjà eu des lunes, une lune rousse, ou je sais plus comment ça s'appelait, c'était énorme, c'était magnifiquement beau, c'est captivant. Les couleurs, quand le soleil, parce que le soleil ne se couche jamais, il fonctionne de manière circulaire là-bas, donc quand il va derrière les montagnes et qu'il y a quelques nuages, il y a un rouge incandescent qui se fait derrière ces montagnes, c'est incroyable, on dirait de la lave qui est en fusion derrière. C'est magnifique, c'est beau, à mort. Et puis la couleur de tout change et tout, c'est vraiment spectaculaire et c'est captivant. Enfin bon, moi je parle pour moi, hein, peut-être que les autres personnes parlent
Je pense que l'histoire des nuages, j'ai déjà entendu quelqu'un, c'était en pôle Nord plutôt, mais il dit aussi comme il y a tellement rien, tu prends le temps de t'arrêter pour regarder les nuages. Ouais, mais c'est Il dit parfois ça me revient ici, que parfois je regarde les nuages maintenant parce que plus personne ne les regarde, mais de temps en temps je m'arrête encore pour regarder les nuages. En Europe, plus il le fait, oui, à Paris, mais ouais, quand il y a rien, c'est vrai que tu regardes tout. Ah ouais, mais c'est Les Parélis, je vous les envie beaucoup. Ah ça, j'ai eu la chance d'en voir une fois. On était au déchargement du bateau. Le bateau avait quitté et puis on était tous dans le 10 pieds. Donc c'est une cellule de survie qui nous accompagne chaque fois qu'on part sur le field. Et dans cette cellule, il y a une table, une kitchenette. Et donc on était tous là en train de souper, je pense. C'était le soir. Oui, c'était le soir. Et puis Alain est sorti à un moment donné, et puis il est revenu et dit « Les gars, venez voir ça, vous n'avez jamais vu ça de votre vie. » Et là, on a vu ces 3 soleils. Là aussi, c'est scotchant. On dit « Waouh, quelle chance j'ai, quoi. Quelle chance de voir ça. » Et c'est ce phénomène optique qui répète les soleils comme ça. Ouais. C'est formidable pour ceux qui ont l'audio qui ne connaissent pas. Ouais. Ah oui, ça, je vous l'envie vraiment. Ça doit être formidable. C'est beau. Il n'y a qu'une chose, en tout cas moi, pour ma part, que je n'ai pas encore vue, c'est les aurores. Les aurores australes, je n'en ai pas encore vu. Parce qu'en fait, on quitte chaque fois un peu trop tôt. Ah voilà. Il faudrait rester un peu plus longtemps et là, on pourrait les voir. Tu peux faire un hivernage une fois. Ouais, ça va être compliqué, mais... un peu compliqué, en effet. Ne laisse pas tomber la galoute. D'ailleurs, je vais te rendre à ta galoute parce qu'elle va avoir besoin de toi. Ça doit être la mise en place, je suppose. Ouais, il est 17h05, là. Il va être temps, en effet. Ouais. Ah bah, c'était un plaisir de parler avec toi, David. Merci beaucoup. Mais tout le plaisir est de partager, en tout cas. Et toutes mes amitiés de l'équipe de la galoute. Vous faites du très beau boulot. Merci bien. Au revoir, au plaisir alors. Salut, au plaisir. Ciao. Tu retrouveras toutes les informations sur David Rigotti dans les notes de l'épisode et pour aller plus loin, je te conseille la page web de Storylific pour découvrir toute une série de photos et visuels sur la station et mes invités, plus quelques liens pour aller plus loin. Dans le prochain épisode, on parlera avec celui qui est à l'origine de la station polaire antarctique belge, Alain Hubert, grand explorateur polaire, qui traversa l'Antarctique d'un bout à l'autre en 100 jours, célèbre pour ses expéditions et son engagement en faveur de la recherche scientifique dans les régions polaires. Vous avez été plusieurs à me demander où en était le projet de l'application pour planter des arbres Plant a Tree App. Eh bien, c'est toujours en cours. Cela prend un peu plus de temps que prévu car nous avons décidé de bien faire les choses et en 3 langues en plus. Donc notre projet pour planter des arbres avec une appli simplissime prend forme en coulisses. Si tu veux plus de news sur ce sujet ou sur ce que se trame en général pour le podcast, dans les notes de l'épisode, tu trouveras un lien pour t'inscrire à la newsletter mensuelle de Storylific. Si cela te tente, bienvenue. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices, car le projet qui sous-tend ce podcast, c'est de faire rêver et d'agir. On est déjà à plus de 500 arbres plantés et j'ai hâte d'être en décembre pour publier les résultats pour cette année. Donc si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en à un ami ou un inconnu pour les plus audacieux, car grâce à vos oreilles, nous, on plante des arbres. À bientôt!